Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire absolument fascinante, celle de l'un des plus grands empires que le monde ait connu, l'Empire Songhai. On parle ici de conquêtes fulgurantes, de richesses qu'on peine à imaginer, et bien sûr d'une chute tout aussi spectaculaire. Alors oui, ça vient un peu bousculer les idées reçues, n'est-ce pas? Parce que, imaginez un peu, pendant que l'Europe sortait tout juste du Moyen Âge, il y avait là, en Afrique de l'Ouest, une véritable superpuissance. Une puissance qui dominait tout, le commerce, le territoire, et qui a forgé un héritage qui résonne encore très fort aujourd'hui. Ok, alors pour vraiment comprendre comment l'Empire Songhai a pu devenir si immense, il faut d'abord regarder ce qui se passait juste avant. Parce que c'est une règle quasi universelle en histoire, une nouvelle puissance naît souvent sur les ruines de l'ancienne. Et cette ancienne puissance, c'était l'Empire du Mali. Un empire autrefois gigantesque, mais qui était en train de s'effondrer. On parle de guerre civile à n'en plus finir qui le déchirait de l'intérieur. Et comme si ça ne suffisait pas, de nouvelles routes commerciales se sont ouvertes, mais en le contournant. Donc, économie en chute libre. Ajoutez à ça les attaques constantes de ses voisins, bref, le tableau est clair. Un énorme vide de pouvoir était en train de se créer. Et dans ce genre de situation, dans ce vide, il y a toujours quelqu'un pour en profiter. Et cet homme, c'est Sunni Ali, un personnage au génie militaire, mais vraiment redoutable. C'est lui qui, à partir d'un petit royaume au bord du fleuve Niger, va bâtir un empire absolument tentaculaire. Écoutez bien ça résume tout. Il a régné 28 ans, mené 32 guerres qu'il a toutes gagnées, toujours conquérant, jamais conquis. 28 ans, 32 guerres, zéro défaite. Je ne sais pas si on se rend bien compte, c'est un palmarès qui montre une domination, mais totale sur le champ de bataille. C'est fou, tout simplement. Alors, c'était quoi son secret? Comment il a fait? Eh bien d'abord, il avait une arme secrète, la seule flotte de guerre de la région, sur le fleuve Niger. Ça lui donnait une mobilité incroyable. Et puis sa tactique, elle était simple, mais absolument dévastatrice. Frapper vite et très très fort. C'était aussi un pragmatique, hein. Il offrait aux soldats vaincus une place dans son armée. Mais attention, pour ceux qui résistaient, sa cruauté était légendaire, ce qui lui a valu un surnom qui, franchement, en dit long. Et forcément, avec une telle machine de guerre, les résultats n'ont pas tardé. Regardez-moi ça. En à peine 5 ans, il met la main sur Tombouctou et Djenné. C'était pas n'importe quelle ville, hein. C'était littéralement les deux poumons économiques de la région, les centres névralgiques du commerce transsaharien. En gros, si on contrôlait ces deux villes, on contrôlait toute la richesse de la région. Point. Mais attention, l'Empire Songhai, ce n'était pas seulement une affaire de muscles et de stratégie militaire. Non, non, sa richesse, sa véritable puissance venait d'ailleurs. Elle venait de son contrôle total sur les routes commerciales du Sahara. Et ça, c'était peut-être encore plus important que les victoires militaires. Alors, comment ça marchait ce commerce? C'était un échange à double sens. Du nord, on importait des produits de luxe, des chevaux, mais surtout du sel. Le sel, à l'époque, c'était l'or blanc, c'était indispensable. Et en échange, le Sud exportait ses propres trésors. De l'or, bien sûr, beaucoup d'or, mais aussi de l'ivoire, des épices, des noix de cola. Et l'Empire Songhai, il était pile au milieu. Il contrôlait tout ce flux. Il en était le gardien. Et donc, le principal bénéficiaire. Une vraie poule aux œufs d'or. 100 000 habitants. C'est le chiffre à retenir pour la population de Tombouctou au XVe siècle. Pour qu'on se fasse une idée, c'est plus que Paris à la même époque. On ne parle pas d'un simple village, on parle d'une immense métropole, super dynamique, un carrefour commercial bouillonnant, mais aussi un centre intellectuel majeur. Ses universités, ses bibliothèques, elles étaient connues dans le monde entier. Bon, on a vu la conquête, on a vu la richesse, maintenant la question c'est comment est-ce qu'on administre un empire aussi gigantesque? Et c'est là que ça devient super intéressant parce que sa gestion interne nous révèle non seulement une structure très complexe, mais aussi une tension culturelle assez fascinante, incarnée par ses deux plus grands dirigeants. On a vraiment deux styles, deux visions qui s'opposent. D'un côté, on a Sunni Ali, le conquérant. Lui, son truc, c'était de s'appuyer sur les croyances traditionnelles, l'animisme. Il cultivait même une réputation de magicien super puissant pour tenir son empire. Et de l'autre côté, son successeur, Mohamed Ier. Changement radical. Lui, c'est un musulman très pieux. Il fait le pèlerinage à la Mecque, il impose la loi islamique, il nomme des juges musulmans. Bref, il ancre l'empire dans le monde islamique. Et cette dualité entre tradition et islam, elle va vraiment forger l'identité de l'empire. Et il ne faut surtout pas croire que c'était juste un empire tenu par la force. Pas du tout. Derrière, il y avait une véritable machine administrative, incroyablement bien huilée. On parle d'un conseil impérial pour les grandes décisions, d'un ministre des Finances, d'un amiral pour la flotte, d'un chef de l'armée. Tout était structuré. C'était une bureaucratie super sophistiquée, indispensable pour gérer un territoire aussi vaste et une économie aussi complexe. Mais voilà.
Comme souvent dans l'histoire, les empires, même les plus puissants, ne sont pas éternels. Et celui des Songhai ne fait pas exception. Après un siècle de domination quasi totale, les fondations ont commencé à se fissurer. Et ça va mener à une chute aussi rapide que brutale. Et la première fissure, la plus grave, elle n'est pas venue d'un ennemi extérieur. Non. La menace venait de l'intérieur. C'est un classique. Une fois les grands souverains disparus, qu'est-ce qui se passe? Des luttes de pouvoir sanglantes pour savoir qui va prendre le trône. Des guerres civiles qui éclatent un peu partout. Et tout ça, ça a complètement déchiré et épuisé l'empire de l'intérieur. Et un empire affaibli de l'intérieur, c'est une proie facile. C'est cette faiblesse qui a ouvert une brèche pour l'invasion marocaine. Et tout s'est joué lors d'une bataille, Tondibi. Imaginez la scène. D'un côté, l'immense armée Songhai, des dizaines de milliers d'hommes avec lances et flèches. De l'autre, une petite troupe marocaine, à peine 4000 hommes, mais armée de mousquets, la technologie de la poudre à canon. Le choc technologique a été terrible, un véritable massacre, un désastre complet. Et après ça, la chute a été vertigineuse. La défaite était totale. Le trésor, celui qui avait bâti un siècle de grandeur, a été entièrement pillé. Les grandes villes, Tombouctou, Gao, sont tombées les unes après les autres. Et en l'espace de quelques années seulement, le plus grand empire que l'Afrique de l'Ouest ait jamais connu s'est tout simplement évaporé, disparu. Alors au final, l'histoire de l'Empire Songhai nous laisse avec une grande question. Une question qui reste valable aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour une grande puissance? Est-ce que c'est la division interne, ce poison qui ronge de l'intérieur, ou est-ce que c'est une nouvelle technologie qui arrive et qui rend tout le reste obsolète? Pour l'Empire Songhai, la réponse c'est sans doute un peu des deux. Une interaction fatale. Et c'est peut-être ça la grande leçon à retenir de sa chute.